Rendez-vous sport sur Eden Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au menu de ce numéro de votre émission, on fait un retour sur l'exploit des Amazones du Bénin qui renversent le Burkina Faso en éliminatoire de la Coupe du Monde féminine U20. Et tandis que la lutte reprend vie au Bénin, on voit l'Autopopo qui s'impose en invité surprise au niveau de la Ligue 1 béninoise. Et pour finir, un cap sera mis sur l'actualité internationale. Et là, on voit la Premier League, la Bundesliga, la Liga, et pour finir, on fait notre habituel zoom sur les groupes C et D de la Coupe du Monde 2026. Et pour parler de tout ceci, je suis déjà entouré de mes consultants sportifs déjà installés sur ce plateau. Igor Toubi, bonsoir. Bonsoir, Seth, bonsoir. Alors, vous m'avez devancé, celui qui nous a abandonné pour un bon moment ici, là. Seth Atemi, bonsoir. Bonsoir, Modeste. J'espère que vous avez la forme. Oui, ça va, ça va. Super. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer tout de suite avec le tout premier panel de cette émission. Il s'agit bien sûr de la phase nation de cette émission. Et ça commence par les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17. Le Bénin qui fait sa remontada. Igor Toubi, comment analysez-vous cette remontée des Amazones du Bénin qui, quand même battu 3 buts à 1 au match aller, ont su faire le nécessaire 4-0 au match retour. Merci beaucoup, Modeste. Je vais commencer d'abord par exprimer une fierté. C'est une fierté nationale de voir une sélection béninoise faire une remontada historique. C'est rare de voir ça. Parce que battu au match aller, 3 buts à 1, elles ont pu remonter et gagner ce match retour par 4 buts à 0 avec notre star, notre pépite, voilà. Robin Gandonou. Et puisque vous parlez de Robin Gandonou, je me tourne vers Seth Atemi. Est-ce que c'est une star qu'il faut commencer désormais par craindre, surtout parlant des adversaires? Les adversaires, oui, elle est à craindre, c'est dans leur esprit, c'est même à chaque fois qu'il y a un match face au Bénin, c'est la bête à abattre. En fait, c'est la bête qu'il faut encadrer absolument pour qu'elle ne puisse pas marquer et faire mal. Mais de notre côté, au niveau de la sélection béninoise, il faut véritablement pouvoir l'encadrer. Autant au niveau de U17 qu'au niveau de la sélection senior, parce qu'elle fait office également là-bas. Oui. Et autant ici que là-bas, elle fait mal partout. Et donc, il faut véritablement pouvoir l'encadrer, trouver le couloir et le canal qu'il faut pour que, au fur et à mesure qu'elle évolue, qu'elle puisse avoir le mental qu'il faut, l'encadrement mental qu'il faut, psychologique, je veux dire, l'encadrement physique également qu'il faut, sportif qu'il faut, pour pouvoir évoluer et continuer à battre des records et à nous faire plaisir à nous autres. Parce que quand on observe, on observe et on voit une athlète qui, petitement, a avancé, mais qui, au fur et à mesure qu'elle avançait, continuait à travailler, continuait à croire en ce qu'elle avait comme rêve. Et aujourd'hui, on peut dire que les fruits, enfin, sont en train de porter la promesse des fleurs, petitement. Ils sont en train de porter la promesse des fleurs. Donc, moi, je ne souhaite que de réussite et de réussir encore davantage pour le bonheur de la sélection béninoise, pour son bonheur à elle personnellement. Mais il est important qu'elle puisse, au-delà de tout, garder pied sur terre, avoir la tête dans les nuages, c'est vrai, rêver grand, ouais. Mais garder le pied sur terre. Surtout que c'est elle qui met ce quadruplé face à cette équipe de Burkina Faso qui n'est quand même pas une petite équipe personnellement, dans la catégorie. Personnellement, j'en étais étonné parce que je vous renvoie au match aller. Elle était presque invisible en fait. Exactement. Presque inexistante dans le match. Ouais. Et donc je me suis dit que ça va avoir un coup sur son moral. Et que si ce coup, il est pris dans le bon sens, ça va donner un effet positif. C'est-à-dire que l'effet contraire, il faut que je puisse me rattraper. Ouais. Et c'est exactement ce que nous avons eu. Et donc, il faut déjà saluer l'encadrement de cette équipe-là. Ouais. L'encadrement, notamment ceux qui ont joué le rôle psychologique qu'il fallait jouer. Ouais. Dire aux filles qu'il fallait absolument pouvoir y croire et remonter. Parce qu'il faut d'abord y croire avant de pouvoir le faire. Elles y ont cru, elles se sont battues. Elle a porté toute seule l'équipe nationale U17 lors de ce match retour. Et je vous fais observer que dans quasiment tous les rôles, elle y était pour la récupération de balles, pour les appels de balles, pour les dribbles et pour la finition, surtout pour la finition. 4 tirs
Et 4 buts, c'est absolument fantastique. Ça fait 100% de réussite face au but. Et donc, je suis absolument content. Personnellement, je ne m'attendais pas à ce qu'elle puisse en marquer autant. Je m'attendais qu'on ait 1 ou 2 buts de sa part. Mais 4 buts, elle toute seule, et elle est restée solide dans la tête du début jusqu'à la fin. Vous voyez, même dans les dernières secondes, elle est restée sereine. Ouais. Et ça, c'est fort. Pour son âge, c'est très fort. Et donc, on ne peut que continuer à lui souhaiter bonne merde, comme on dit souvent. En fait. Voilà. Alors, Edgar Toby, je note quand même une petite contradiction au niveau de l'intervention de Seth. Et il disait tout à l'heure qu'il faut que la joueuse, quand même, en plus... en tout cas mettre les pieds à terre, en tout cas ne pas se prendre la tête sur ses performances, mais quand même à faire sortir en bout de phrase tout à l'heure que les spécialistes, en tout cas en football, essaient de tirer la sonnette d'alarme dans les cieux. Il disait tout à l'heure qu'à elle seule, elle a porté l'équipe tout entière. Est-ce que ce n'est pas ça qui amène les stars à descendre, en tout cas à faire une chute de, je ne sais pas, vertigineuse à la fin ou bien au milieu de leur carrière? Parce qu'une équipe, c'est après tout un groupe. Il faut quand même qu'elle intègre que sans le groupe, on n'aura pas forcément un Romain Gandonou. Voilà, parce qu'on a vu qu'il y a quand même un tir au but, on l'a laissé tirer. Donc tout ça, là, ça a été quand même un travail de groupe, n'est-ce pas? Oui, d'où le rôle des encadreurs. Voilà. L'encadrement dont il parlait. Au niveau de l'équipe, du staff technique d'abord, voilà. Et puis aussi dans son environnement immédiat. C'est-à-dire ses parents. Au-delà du terrain. Au-delà du terrain aussi, il faut que ses parents aussi l'encadrent. Souvent lui donner des conseils, surtout que c'est une femme, c'est une fille qui est en train de traverser l'âge adolescent vers la maturité, puisqu'elle n'a que 15 ans. Oui. Donc il faut l'encadrer, il faut la mettre à l'abri, il faut la surprotéger. Maintenant, sur le terrain, il faut l'encourager à jouer libre, à s'éclater, à s'exploser, quoi. Genre, c'est vrai, elle va garder les pieds sur terre, mais il faut qu'elle continue pas à exploser, pas marquer des buts, pas faire très bien ce qu'elle est en train de faire là. Il faut l'encourager à rêver grand d'ailleurs, à rêver grand. Et tout le meilleur qu'on peut souhaiter à cette joueuse-là, c'est que très tôt, un club bien équipé et un club bien organisé puisse la récupérer et pour qu'on puisse profiter de cette pépite-là. Ah, vous voulez dire que son club actuel n'est pas un club, c'est ça? Non, je ne l'ai pas dit, non. Pas du tout. Non, pas du tout. Quel joueur africain ne rêve pas grand, ne rêve pas jouer dans les clubs européens? Parce que là-bas, toutes les conditions sont réunies pour que tu puisses donner le meilleur de toi. C'est vrai, elle le fait déjà ici. Oui. Maintenant, dans un encadrement, dans un environnement plus huppé, où tout est bien installé. Elle va bien s'exprimer. Elle va bien s'exprimer et représenter valablement le drapeau national. Je comprends. Alors, cet Atemi, on a vu le Bénin qui passe ce tour et se qualifie au deuxième tour. Et on connaît désormais l'adversaire des Amazones du Bénin. Cet adversaire a nom, la Sierra Leone. Oui. La Sierra Leone qui est tombeuse de la Côte d'Ivoire. Alors, quelles sont les chances de nos Amazones face à une telle équipe? J'ai envie de dire que c'est du 50-50, mais ce serait se tromper que de dire que c'est du 50-50. D'accord. Parce que la Sierra Leone est tombeuse quand même de la Côte d'Ivoire. Nous savons qui est la Côte d'Ivoire. Et donc, il faut déjà prendre un peu de recul, analyser le match comme cela doit être analysé, voir tous les contours par lesquels on pourrait passer pour, à l'aller comme au retour, avoir le dessus sur cette équipe sierra-léonaise et prendre en compte le fait que l'équipe de la Sierra Leone est une équipe anglophone. Les équipes anglophones ou anglo-saxonnes d'origine ne jouent pas de la même façon que les équipes africaines. Exactement. Elles ont fortement une défense beaucoup plus rugueuse, elles ont des attaques beaucoup plus rapides. Donc il faut faire attention à tous ces compartiments-là, mieux étudier cette équipe sierra-léonaise et faire en sorte que le Bénin puisse tirer son épingle du jeu dans cette double confrontation-là. Donc pour moi, j'aurais aimé dire que c'est du 50-50, mais il faut être réaliste. Il faut voir l'adversaire en face tel qu'on doit l'avoir et ne pas oublier que c'est une équipe qui a tombé la Côte d'Ivoire. Nous, on a déjà eu mal face à
la Côte d'Ivoire, même si c'est avec les seniors. Donc, il faut déjà faire attention à cela et mieux prendre ce match-là, mieux préparer ce match-là pour pouvoir s'en sortir. Surtout le match aller, ne pas commettre l'erreur face au Burkina Faso. Super, pour la espérer, même erreur qu'on a eue. C'était pas très évident de réussir cette remontée. La même question pour vous. Quelles sont les chances pour nos U17? Oui, Seth l'a dit, il faut que l'encadrement technique joue son rôle, c'est-à-dire joue le rôle qu'ils ont eu à jouer jusque-là. D'accord. Parce que les équipes qui ont pour colonisateur l'Angleterre ne jouent pas vraiment de la même manière. Ils allient la technique avec le physique. Oui. On constate ça aussi au niveau du football masculin. Du football masculin. Oui. Donc, il faut mettre nos joueurs dans de bonnes conditions. Il faut les amener, nos joueuses plutôt, il faut les amener à se rendre prêts mentalement, physiquement et techniquement pour affronter ces deux matchs-là. Moi, je pense qu'on peut aussi le faire. Si on a pu sortir cette équipe burkinabé, en faisant cette remontada, on a maintenant le vent en poupe. On est mentalement en mesure de continuer et de faire mieux. Donc, on peut aussi faire tomber cette équipe sierra-léonaise qui a eu à éliminer la Côte d'Ivoire. Serait voir la place de l'encadrement technique, surtout de l'entraîneur de cette sélection, que vous allez faire tourner l'équipe autour de l'attaquant, de notre joueuse Romaine Gandonou, parce que elle sera suivie. Pour cette confrontation. On ne change pas l'équipe qui gagne. D'accord. Mais au cas où elle sera mesurée. On va faire avec elle. Et elle a actuellement le vent en poupe. Elle est dans de bonnes conditions pour nous amener à cette Coupe du Monde U17. Donc, vous êtes allé très loin. Oui, il faut rêver grand. D'accord. Je serai à la place de ce coach que je ne changerai pas la stratégie qui gagne. La stratégie a marché jusqu'à maintenant. Oui. Pourquoi la changer? Pourquoi la changer? Il faut réorganiser. Il faut seulement la réadapter à l'équipe qui se trouve être en face. Très bien. C'est tout. La réadapter à l'équipe qui se trouve être en face, mais garder en assurance son arme la plus fatale. Et maintenir cette dynamique. Alors, l'équipe qui a bien compris cette stratégie, je voudrais bien dire que c'est l'Autopopo. Et là, je fais un revirement sur notre championnat national de football masculin. Il s'agit de la Ligue 1 béninoise, où on a vu cette équipe comme une invitée surprise au niveau du top 3. Une équipe qui talonne déjà le premier du classement, cette équipe qui totalise, on va dire, 46 points derrière Coton Sport, le leader. Que dire de cette équipe qui n'était pas du tout dans le top 5 ou le top 3 lors de la première phase. Et nous voici maintenant à la deuxième phase et on voit un autre visage de l'Autopopo. C'est une équipe qui, à l'entame du championnat, était quasiment au pied dans le classement. Oui. Et dans la suite, s'est retrouvée dans le ventre du classement. Et aujourd'hui, elle se trouve être totalement devant. On ne pourrait peut-être pas avoir de surprise quand on connaît l'Autopopo pour ces dernières années. Elle a montré que c'était une équipe avec laquelle il fallait compter dans le championnat béninois. Et donc, elle a fait ce qu'il faut faire pour se retrouver à cette position-là. Mais attention, c'est que la plupart du temps, quand l'Autopopo se retrouve dans cette position, elle fait en sorte d'y rester. Et donc, ce n'est que mauvaise nouvelle pour ceux qui se trouvent être derrière cette équipe de l'Autopopo. Et je pense en même temps à l'équipe de la Sobemap et tout le reste. Oui. Donc, être surpris de voir l'Autopopo, je n'en suis pas pour autant surpris. Mais je suis surpris du temps, de la vitesse qu'ils ont mis à pouvoir venir à ce niveau-là. Je m'attendais à ce qu'ils puissent finir dans le 5 au niveau de la tête. Mais pas tout de suite. Mais peut-être en fin de championnat, en fin de saison. Oui. Donc, être là, en ce moment-là, bravo. J'espère qu'ils pourront y rester jusqu'à la fin. Cela donnerait davantage du beau jeu. Cela obligerait les équipes à pouvoir mieux jouer. Voilà. Et donc, nous, supporters, nous, sportifs, analystes, nous ne serons que contents que de voir de belles choses à analyser.
C'est la preuve que ce championnat est dynamique, c'est ça? Il est très dynamique, il est davantage beau et il est en train de prendre de la valeur et de la maturité. L'autre surprise qu'on a notée, Igor, ça vient de Sobemap. Sobemap qui nous a quand même fait plaisir lors de la première phase de ce championnat, qui a été leader tout le temps. Mais à partir de cette deuxième phase, on commence par voir une équipe de Sobemap très très fébrile. On parlait du coup peut-être de la fatigue qui a pris par là, pas plus que le week-end dernier. Cette équipe se fait laminer par l'ASPAC 4-0. Est-ce qu'à cette allure-là, est-ce que les manutentionnaires ne risquent pas de manquer les compétitions CAF? Parce qu'il faut faire forcément partie du top des tops avant de pouvoir être... Mais attention, attention. Sobemap n'a qu'un seul point de retard sur le Topopo. Donc ça veut dire que rien n'est encore joué. Mais par derrière aussi, il y a plusieurs équipes qui totalisent plus de 40 points. À part Coton FC qui a déjà pris de l'âge avec 5 ou 6 points d'écart sur ses poursuivants directs. Moi, je pense qu'entre le Topopo et Sobemap, il y aura une bataille rude pour la deuxième place qui donne droit à une qualification pour les préliminaires des Coupe de la Confédération la saison prochaine. Rien n'est encore joué. Sobemap a encore des cartes à jouer, mais le Topopo a fait un très bon en se positionnant déjà deuxième. C'est à eux de tout faire pour y rester et empêcher Sobemap de revenir leur arracher cette deuxième place. Donc c'est encore très ouvert entre les deux équipes-là et peut-être celui qui est positionné actuellement quatrième à 9 journées de la fin de ce championnat, qui est davantage intéressant et puis plaisant à suivre. Moi, j'ai du plaisir désormais à suivre notre championnat. À vous entendre, le jeu est déjà clos au niveau du leader, on va dire du champion. Oui. Vous consacrez déjà à Coton FC, c'est ça? Moi, je pense que Coton FC a de la profondeur du banc, a un effectif et a des rudiments pour maintenir cette position. Mais dans le football, tout peut arriver. Mais moi, je compte sur eux. Ils ont tout pour rester, pour être sacrés champions. S'ils ne le sont pas à la fin du championnat, ce serait, pour moi, il faut être professionnel. Voilà. Alors, lorsque Igor voyait déjà Coton Sport sacré déjà champion du Bénin, est-ce que vous ne créez pas peut-être qu'un retour, par exemple, des Buffles du Borgou ou bien même de l'AS Sobemap? Les miracles sont beaux. Si ça arrive, ça sera l'ordre d'un miracle. Les miracles sont beaux, donc on va applaudir davantage. Ça va donner davantage de beaux jeux, davantage d'engouement et ça va donner davantage de la force à notre championnat. Mais quand on observe les choses telles qu'elles sont actuellement, quand vous observez cette équipe de Coton FC, il a parlé d'une chose qui est très importante, c'est la profondeur du banc. Et vous faites la comparaison avec les autres équipes, ils n'ont pas la même profondeur de banc. Première chose. Il faut également observer je veux dire, la capacité de cette équipe de Coton FC à pouvoir entretenir son équipe, à pouvoir motiver ses joueurs. Oui. Écoutez, je ne dis pas d'extraordinarité si je dis que Coton FC est l'équipe qui est la mieux huppée dans ce championnat-là. Qui a plus de moyens qui a plus de moyens dans ce championnat-là. Et on sait la place des moyens dans ce championnat. C'est très important. Il faut juste rappeler un proverbe, l'eau va à la rivière. C'est ça. L'argent va aux riches. Donc, davantage ils seront devant, davantage ils auront la force de pouvoir motiver les leurs. Ils seront plus motivés. Pour pouvoir réussir à la tête de ce championnat-là. Moi, j'ai l'impression qu'il est en train de donner raison à Dali FC qui se trouve actuellement en zone relégable, sinon déjà relégué. Si on s'en tient à cette étape de la compétition. Non, pas de cette façon-là. Si vous faites le contrario de cette façon, non. C'est pas ça. C'est pas pareil. D'accord. D'ailleurs, FC a eu plus de problèmes d'organisation et de management. Pas de finances. Que de problèmes de finances. Tout y est, tout y est, mais c'est plus un problème d'organisation. D'accord. Oui. Sinon, comment comprendre un club qui a été sacré champion du Bénin, la saison suivante, se retrouve aujourd'hui dernier du championnat. Mais si le club est dépouillé de tous ses même pions. Se permet de jouer des matchs à 10 contre 11 et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a un problème d'organisation. Il y a un problème. C'est un problème d'organisation. C'est un problème. Le problème est plus dans le fond que dans la forme. Le problème est dans le fond, le problème de la DIE. On va peut-être revenir là-dessus pour une émission spéciale si vous voulez. On l'a déjà fait. Non, on a déjà fait. Pour Dadier, c'est assez. C'est juste une parenthèse et donc puis voilà. on peut refermer ça. Pour moi, l'auto se trouve être à une très bonne posture.
c'est Buffle qui doit... pardon, il faut et compter sur Sobemap, Buffle également. Buffle aussi, C'est Sobemap et Buffle FC qui doivent batailler pour pouvoir arracher cette place-là, qualificative pour les compétitions africaines. D'accord. Alors, nous, on reste toujours au niveau de ce sport roi, le football, mais on va quand même au-delà des frontières pour voir quand même un autre champion au moment où nous, on ne connaît pas encore notre champion ici. Sur d'autres cieux, et on connaît déjà le champion. Il s'agit bien sûr de la Bundesliga, où on va voir les Bavarois sacrés déjà champions pour cette saison 2026. Ça fait déjà 35e fois, Igor. Oui, 35. Est-ce que c'est cette équipe de Bayern Munich qui est trop forte, ou bien cette équipe qui est trop forte, ou bien c'est les autres équipes qui ne sont pas à la taille de l'équipe bavaroise? Bon, c'est connu de tous, hein. Cette équipe bavaroise est trop forte pour le championnat allemand. Mais comment? On a vu quand même, il y a des saisons où on a vu Bayer Leverkusen ici, sur les 20 dernières années, sur les 20 dernières années, oui. Bayern seul a eu engrangé 16 titres. Donc, et n'a laissé que 4 titres à Dortmund, à Wolfsburg et puis à Bayer Leverkusen. C'est quand même des statistiques ça fait qui peuvent faire 35 titres depuis la création du championnat. Aucun autre club n'a fait mieux que cette équipe bavaroise. Et ils ont un management puissant. Ils piochent les meilleurs joueurs de tous les clubs de ce championnat. Si un joueur se révèle, oui. il faut tout pour convaincre ce joueur d'intégrer le projet du Bayern. Des cas sont là, Lewandowski qui claquait des buts au niveau de Dortmund, oui. Ils l'ont ramené. D'autres cas sont là. Donc, ce club... Et pas que le championnat, ils vont au-delà du championnat. L'autre attaquant environnemental qui fait tout maintenant au niveau... Je ne parle même pas d'Harry Kane. L'autre qui était descendu de l'autre côté de Barcelone, qui a finalement signé au niveau de Bayern. Et il fait des merveilles au sein de ce club. Donc cette équipe bavaroise est complètement au-dessus des autres clubs de ce championnat. Donc, pour ma part, on ne va pas hésiter en affirmant que Bayern est complètement surclasse ce championnat. Dit que ce sont les autres clubs qui sont peut-être trop faibles. Oui. Bon, les réalités sont là. Moi, je vais rester du côté de Bayern et affirmer que Bayern est plus forte que ce championnat. Voilà, on a vu quand même, il sortait une statistique tout à l'heure en faisant état de 35 titres, mais il y a statistique qui fait encore plus mal que ça. On parle de 13 titres sur les 14 dernières saisons de ce championnat. Oui. C'est carrément une domination sans partage. Et je crois que cette statistique répond à votre question. Si vous estimez que est-ce que c'est le Bayern qui est trop fort pour le championnat allemand, oui. ou est-ce que ce sont les autres équipes qui n'y parviennent pas? La réponse est toute là. Écoutez, le Bayern, on a vu sur ces dernières années, et quand on veut aller même au-delà des 15 années dont vous êtes en train de parler, oui. On sait ce qu'a été le Bayern Munich. Depuis Karl-Heinz Rummenigge jusqu'à ceux qui se trouvent être là aujourd'hui. Écoutez, le Bayern, c'est le Bayern. Et donc, c'est le monstre aujourd'hui du championnat allemand. C'est une équipe qui est même capable de jouer, je veux dire une bêtise, sans coach. Quand vous mettez les joueurs, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Vous leur bandez les yeux, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Vous voyez, c'est une équipe qui est tellement homogène, oui. Il y a tellement de la fluidité quand cette équipe-là joue que vous ne pouvez pas chercher ailleurs. Et même au-delà du championnat allemand, quand vous faites la comparaison avec certaines équipes... n'allez pas là où vous voulez aller. Je ne sais pas si c'est là-bas où vous voulez partir. Il faut le dire. Même quand vous faites la comparaison avec le Real Madrid, il n'y a que Bayern qui a eu 6 Champions League. C'est sûrement ça. C'est pas sûrement ça. Vous faites la comparaison avec les autres équipes européennes. Oui. Le Bayern se trouve être totalement en force aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est une équipe avec laquelle il faut davantage compter. Ce n'est plus le Bayern d'avant qui a des
pendant certains matchs, faisait des erreurs et ratait les grandes opportunités pour pouvoir aller loin, notamment en championnat européen. Aujourd'hui, vous avez vu où ils sont. Et vous et moi, imaginons déjà où ils seront après l'étape des demi-finales. Donc, franchement, ce Bayern-là, pour cette saison 2026, écoutez, c'est du fort. C'est du fort, mais ils auront quand même à croiser le PSG. C'est pas facile pour cette demi-finale. Le ballon sera rond pour les deux équipes. Ce que je craignais, c'est que je pensais qu'ils voudraient faire cette en tout cas, comparaison au plan européen. En tout cas, voilà ce qui s'est passé. Je me suis fait entourer. Je vous ai vu venir, je vous ai vu. Je ne voudrais pas dire. Mais moi, je l'ai sorti. Mais moi, j'ai sorti ça. Non, ce n'est même pas encore ça. Parce que vous parlez de la Ligue des Champions, ce n'est pas encore ce qui fait mal. Mais je ne vais pas vous rappeler ça. Ok, d'accord. Comme vous n'avez pas fait cas de ça, c'est déjà très bien. On va passer d'un championnat à un autre, que cette fois-ci, on parlait va... Vous voyez, il voulait parler de 8-2. Exactement. Il finit par faire sortir. C'est terrible. Quand on se fait entourer des merengues, c'est toujours un problème. Mais quand même, on va y arriver. On passe cette fois-ci au championnat d'Angleterre. On parle de la Premier League. Et cette fois-ci, c'est la lettre rouge. La lettre rouge, surtout pour les Gunners, l'équipe d'Arsenal. Alors, Arsenal qui voit, en tant soit peu, la première place lui échapper, déjà à l'issue des journées en retard pour City. Déjà au niveau de la confrontation directe avec City, qu'ils ont perdu. Et maintenant, City qui remporte contre l'équipe de Burnley. C'était hier. City qui reprend la tête de ce championnat. Est-ce que Arsenal peut encore croire, en tout cas au sacre, cette saison? Oui, si c'est qu'on arrêtait le championnat hier ou soit aujourd'hui, c'est City qui est champion. Voilà. Malgré que City et puis Arsenal ont le même nombre de points, 110 points, après 33 journées. City a le goal average qui est l'avantage. Puisque d'ailleurs, les deux ont 110 points et les mêmes goals différentiels. Mais City a marqué plus de buts que Arsenal. Et c'est ça qui est en train de compter maintenant. Je voudrais dire, il me semble que cette équipe des Gunners, il y a une malédiction qui est en train de rôder autour de cette équipe. Qu'est-ce que malédiction? Parce que va chercher là-bas encore. Toutes les fois, ils mènent la danse. Et sur peut-être 2 ou 3 journées, dans les dernières journées, City parvient toujours à leur damer les pions et à leur arracher le titre. C'est vrai qu'actuellement, rien n'est encore joué. Ils peuvent encore être sacrés champions d'Angleterre, à condition que City, d'abord, perde un match. Mais c'est là où c'est compliqué. Oui. Et toi qui étais déjà... Ils rafent tout. Oui. Tout est possible. Oui. Soit, à condition qu'ils marquent plus de buts que City pour soigner leur goal différentiel. Ou soit encore à condition que City ne gagne pas tous ses matchs et puis eux, ils gagnent pour leur match. Donc, ils ont mené la danse, ils avaient 9 points de retard. Et en 10 jours, ils se sont fait rattraper par ce City-là. Quand City se retrouve dans cette position, c'est difficile de lui arracher le titre. Donc moi, je ne vois pas cette équipe des Gunners qui ont actuellement leur mental à terre. Ils sont atteints actuellement, vu ce qui s'est passé en 10 jours. Moi, je doute fort qu'ils arrivent à se reprendre et à être sacrés champions. Et l'autre pression encore, ils sont encore en liste pour la Champions League. Il y a cette pression de l'autre côté. Nous l'avons dit ici que tout ça va jouer. Voilà. S'ils ne savent pas faire, ils risquent de tout perdre et ils feront une saison blanche. Parce qu'ils ont déjà perdu en cup, battu par ce même City. Donc, ils ont tous les problèmes de ce monde actuellement. Sauf s'ils arrivent à se remonter le moral et à se reprendre et compter sur un faux pas de City. Alors, les conditions sont beaucoup. Trop de conditions, trop de si. C'est Atemi. Allons nous dire que City est le candidat déjà idéal pour le sacre cette saison. Je dirais non. Arsenal peut encore revenir. Mais le mal d'Arsenal, c'est qu'ils n'ont pas leur destin dans leurs mains. C'est ça. Mais là, c'est compliqué. Il faut pouvoir tous les jours prier, faire les sacrifices qu'il faut. Ça devient très compliqué. Pour que l'adversaire puisse faire des erreurs. C'est ça.
Ah, ok. Compter sur l'adversaire et l'erreur des adversaires. C'est ça, Ce n'est pas évident du tout. Parce que City, dans cette position-là, on l'a vu par le passé, Oui. il n'y a plus d'erreur. Il n'y a plus d'erreur. Et surtout quand on voit les équipes, les matchs qui les attendent, et attendent, attendent les deux équipes pour la fin de la saison. Arsenal a une fin de saison beaucoup plus compliquée que City. Il faut être franc. En championnat. En championnat, il faut observer. Et puis City a un avantage. Manchester City n'est plus en course pour la Ligue des Champions. Voilà. Donc du coup, ils auront plus de temps pour se reposer. Se consacrer, Plus voilà. de fraîcheur Que cette équipe des Gunners d'Arsenal. Quelqu'un a dit, vous avez rappelé la malédiction, il y a un coach qui a dit que elle est là, elle va planer peut-être longtemps sur cette équipe d'Arsenal. J'espère que c'est la dernière saison pendant laquelle cette malédiction, si on peut y croire, va faire effet. Mais je suis ahuri. C'est vrai qu'au départ, en début de saison, je disais que cette équipe va nous faire le même coup qu'elle nous fait. C'est-à-dire mener la danse jusqu'au bout et à un moment donné, tout lâcher. C'est le témoin. C'est ce qui est en train d'arriver. Voilà. Ils l'ont tellement fait par le passé qu'en fait, visiblement, on a comme l'impression que c'est dans leur ADN de pouvoir faire ces coups-là. Mais le problème, c'est que quand vous le faites de cette façon, vous faites mal aux supporters. Vous faites mal aux personnes qui vous leur donnez de faux espoirs, on va dire. Qui vous soutiennent. Oui. Voilà. Et c'est compliqué de pouvoir continuer à soutenir quand on observe ce genre de fin de partie. C'est un peu comme Shakespeare l'aurait dit, c'est pas un happy end. Voilà, c'est pas du tout une fin heureuse. Voilà, alors qu'on aurait aimé avoir un happy end, une fin heureuse tranquillement, mais avec Arsenal, c'est jamais pareil en fait. Depuis 2004. Donc, il ne faut pas s'attendre au grand miracle. On a expliqué tout à l'heure comment est-ce que ça devait se faire pour que cela puisse arriver. Il faut marquer d'abord davantage de buts oui. Et ensuite espérer que l'autre puisse faire. Là où c'est déjà compliqué, c'est de ne perdre aucun match, aucun des matchs restants et compter que l'autre fasse erreur. Exactement. Parce que l'autre a déjà l'avantage du goal average. Ils sont dans une posture où leur morale est atteinte. Parce que les matchs des quarts de finale, aller-retour en Ligue des Champions, ils ne s'attendaient pas du tout à avoir cette rivalité. Et ils ont des doutes. Et quand une équipe doute, c'est dangereux. Et quand tu as encore l'idée qu'en demi-finale de la Ligue des Champions, c'est Atlético de Madrid que tu joues. L'Atlético. Là, c'est autre chose. Et pendant ce temps, tu te fais battre par l'équipe, ton adversaire direct. City. Il faut être vraiment fort pour pouvoir... Il y a du travail pour le préparateur psychologique de l'équipe. Le malaise mental s'est traduit dans ce match. Vous avez vu le nombre d'occasions qu'il ratait? Des occasions que facilement il concrétisait avant. Il ratait tout, quasiment tout. Alors, on va souhaiter quand même peut-être une fin heureuse pour Arsenal. Mais comme on aime pour ce championnat, que le meilleur gagne, parce que c'est un championnat quand même à suspense et à beaucoup d'intensité également. L'autre côté, pas plus loin de l'Angleterre, il s'agit de l'Espagne. L'Espagne où, bon, plus ou moins, les choses se décident, mais quand même, on a vu quand même que les deux, on va dire, prétendants au titre ne se sont pas laissés faire. Ils ont tous gagné. En contrario, on a vu cette équipe de l'Atlético de Madrid qui s'est fait rattraper par... peut-être que je vais employer le mot ou bien l'expression de Igor. Il s'est fait rattraper par une malédiction. Voilà. Mais parlons d'abord du Real de Madrid et puis du Barça. Le Real qui a quand même pris le dessus sur cette équipe de, on va dire, Alaves. Voilà, 2 buts à 1 après leur débois en Ligue des Champions. Ils se sont quand même retrouvés en 7. Et sinon, on parlerait déjà de, on va dire, 12 points à l'avance. Oui, ils se sont rattrapés, mais le péché du Real reste encore là. Vous voyez, les erreurs défensives, elles sont toujours là. Donc pour moi, j'ai vu les 2 buts. Oui, on a une victoire, mais en fait, le mal du Real est toujours là. Il n'y a pas encore cette sérénité au niveau de l'équipe. Il n'y a pas encore cet enchaînement qu'on connaissait à cette équipe-là, qui leur était propre. On aurait même dit que c'était dans leur ADN. Ça manque. Ce n'est pas encore là. Et il n'y a pas encore, je vais utiliser l'expression d'un ami, il n'y a pas encore en fait une équipe qui joue ensemble. Une équipe un peu comme le Bayern qu'on a cité tout à l'heure. D'accord. Il n'y a pas encore ça. Donc il y a encore du travail à faire au niveau de cette équipe-là. Pardon pour ceux qui sont fanatiques de Alvaro Arbeloa, mais je ne sais pas,
je ne vois pas la force de pouvoir réussir ce challenge-là en ce coach qui est en train de faire quand même il vient de commencer. Il y a à peine quelques choses. On va dire, heureusement. Il n'a pas fait assez de temps déjà à la tête du Real. Il va finir le championnat, ça c'est sûr. Mais écoutez, on n'a pas encore en fait ce qu'il faut pour que la saison prochaine, on puisse aller à la conquête de ce que le Real désire chaque fois qu'il y a le lancement d'une nouvelle saison. La Ligue des Champions, la Liga, la Coupe du Roi et tout le reste. Ce qui est suivi, Igor Tobi tourne déjà la page de Abeola. Le Real, aujourd'hui, a tous les problèmes du monde. Comment ça? L'infirmerie est remplie. Oui. Ceux qui sont là et qui doivent jouer ne jouent pas ensemble. D'autres sont là pour leurs propres statistiques. Soyez un peu plus direct. Comment ils ne jouent pas ensemble? On voit une équipe qui joue sur le terrain. Non, on voit une équipe qui... La mayonnaise n'a pas encore pris. Exactement. Moi, j'aurais aimé qu'on laisse le coach qui est parti mettre son jeu en place, l'encourager à aller jusqu'au bout. Mais qu'est-ce que vous reprochez tant à cette équipe du Real? Le Real n'était pas une équipe, on va dire, collective en tant que telle. Non. Il y a beaucoup plus de l'individualité et c'est cette individualité-là qui portait le Real, n'est-ce pas? Non. Et depuis le départ de cette charnière, de ce milieu du terrain, Casemiro, Kroos et puis Modric, qu'est-ce qu'on constate? On n'a pas ce Real qui, même dos au mur, dans les matchs difficiles, arrive à se transcender par une passe de Kroos, atteindre peut-être l'attaque, et puis faire le miracle, et puis gagner des matchs décisifs. Sur presque tous les matchs décisifs cette saison, à part ce miracle, cette double confrontation contre City, qui a marché. Ce n'est pas le Real, ça. Mais qui a marché? Ce n'est pas le Real qui a marché et dans quelles conditions? Parce que cette saison, on décriait tout le temps, on dit le Real affichait deux visages. Oui. Il y a un Real, avec Mbappé et un Real sans Mbappé. Voilà. Est-ce que alors le problème se trouve au niveau de l'effectif qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Et puis le coach qui est là n'arrive pas à trouver la formule, à faire jouer ces stars, ces joueurs-là ensemble, pour qu'on ait le résultat que nous on espère. Ancelotti réussissait à le faire. Pourquoi? Pourquoi ils n'arrivent pas à le faire? Donc il faut aujourd'hui un coach qui a de la carrure. Merci. Il faut un coach qui a déjà une histoire. Il faut un coach qui a du punch, qui puisse parler aux joueurs, les joueurs vont écouter. Voilà. Qui puisse faire taire les égos dans le vestiaire. Sans ça, on ne pourra rien gagner. Maintenir cet effectif-là, avec ce coach-là, on fera 10 saisons blanches. Je voudrais même dire, trop de stars tuent les équipes, mais je ne pourrais pas parler de trop de stars. On a connu un Real avec beaucoup plus de stars que ça, même plus récemment avec les Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale. Mais ce n'est pas des moindres en matière de stars. Il y a eu un Real plus grand que ça. Hein. Plus galactique que ça, on a vu. Mais bon, on a vu quand même comment eux aussi se sont terminés. C'est pour ça que je n'ai pas évoqué les plus galactiques. Autant de Figo, de Luis Figo, de Ronaldo. Mais prenons le cas dont vous parlez. C'est le management qui a fait le jeu. C'est tout. C'est le management et c'est de ça qu'on vous parle. Il faut hiérarchiser les égos. Il faut hiérarchiser les stars. On sait que tel est là, tel est là, tel est là. Maintenant, si tel était là et a fait gagner l'équipe, vous amenez tel pour le chapeauter, ça va être compliqué. D'accord. Il faut trouver le moyen, la meilleure formule, de faire jouer ces stars-là ensemble. Je parle de Vinicius et de Kylian Mbappé. C'est tout. Vous voulez les noms? J'ai eu les noms finalement. Si les deux ne s'entendent pas, il vaut mieux faire sans les deux, ou soit faire partie un et maintenir l'autre et renforcer le milieu de terrain et faire en sorte que l'infirmerie du Real Madrid ne soit pas remplie. Parce que cette saison, le Real Madrid n'a jamais aligné ces matchs de suite une même défense. C'est ça. Il y a ça aussi. Vous voulez gagner comment? Même face aux derniers du championnat, face à des équipes qui sont relégables, le Real perdait. Face à des matchs qu'on semblait prenables, faciles, ils étaient à la tête du championnat, à 4 points ou à 5 points de Barcelone. 7 points. À 7 points. Ils ont tout perdu. Et aujourd'hui, maintenant,
ils ont 9 points de retard sur Barcelone. Ça veut dire qu'il y a un problème. Parlant du Barcelone, parce que quand une équipe chute, ça fait le plaisir, en tout cas le bonheur de l'autre. On a vu aussi le Barça qui a gagné son match à domicile. C'était face à Celta hier, 1-0. Un match où on n'a pas quand même vu un Barça mettre beaucoup de buts, mais quand même a su faire l'essentiel pour maintenir les 9 points d'avance sur le Real. Non, c'est normal. Et il n'y a plus d'enjeu en tant que tel. Mais attention. Et il faut le rappeler, oui. Les joueurs qui sont là, on a commencé par calculer. Ils sont en train d'avoir leur tête ailleurs. Donc, ils sont déjà champions. Ailleurs où? Ils sont déjà champions. Au mondial. Ils n'ont plus de compétition européenne à jouer. Et dans la Champions League, ils sont déjà out. Donc, ils sont déjà en bonne position pour gagner le championnat. Le reste, ils vont se faire plaisir et faire attention. Parce que quel joueur va accepter rater une Coupe du Monde bêtement? Les blessures. On en a eu hier. On a vu le cas Cancelo, toujours pour le Barça, et aussi Lamine la Yamal. Pépite Yamal. Yamal qui ne rêve pas de voir Yamal à une Coupe du Monde. Ça, ce serait terrible. Qui ne rêve pas. Même ces détracteurs, le voir jouer. On le critique, mais on l'adule. On jouit quand il joue. Quand il touche la balle, on a le plaisir de le suivre. On a du plaisir à suivre le petit, à voir le petit jouer. C'est intéressant. Donc, moi, je lui souhaite vraiment un prompt rétablissement pour qu'il puisse nous régaler lors de cette Coupe du Monde. Aucun joueur ne souhaite se blesser à l'instant T, actuellement quand même. Et là, est-ce que ça ne va pas agir un peu sur le championnat aussi? Parce qu'il faut... on dit que le Barça a 9 points sur le Real, mais attention, tout peut aussi se passer. Ce n'est pas encore gagné à l'avance. Non. Il suffit que le Barça... Il ne faut pas rêver. Perde un bon nombre de matchs déjà. Et que le Real continue de gagner. On a fait... Ils ont joué la 33e, je pense. Oui, la 33e. Il ne reste que 5 journées. 6 journées. Donc, sur 6 journées, Barça va se permettre de perdre 4 matchs. Impossible. C'est jamais arrivé. Avec les blessures, tout est possible. Impossible. C'est pas possible. À part le Classico qui reste et qui est un match vraiment galactique et que tout le monde et encore là partout dans le monde. Surtout là, c'est là que les joueurs vont faire beaucoup plus attention parce qu'au niveau des classicos, on connaît l'intensité dont les joueurs font montre. Un classico demeure toujours un classico. Voilà, les blessures, c'est vite arrivé. Hein. Même s'il n'y a plus d'enjeu dans le championnat, un classico reste un classico. Mais là, on risque d'enregistrer des blessés. Il n'y a pas de problème. Et la Coupe du Monde. Ils sont là pour ça. On va jouer le classico quel que soit. Vous allez jouer quelles que soient les conditions, le classico se jouera et vous verrez que vous aurez un beau classico. C'est ça. Ce qui est sûr, l'équipe qui n'est plus dans votre histoire là de classico ou bien de Liga, c'est l'Atlético de Madrid, j'y arrive, qui a perdu son match aussi, même si la course au titre est un peu plus compliquée à ce niveau, mais quand même qui a perdu et qui a goûté un peu à cette histoire-là de réduction à 10 de carton rouge. C'est justement après le carton rouge qu'ils ont pris le bilan de la défaite. Atlético, 3-2 face à cette équipe de Elche qui les domine ainsi. Est-ce que aussi la fatigue, le coup de la fatigue aussi ne fait pas sentir? Parce qu'ils sont aussi en course pour la Ligue des Champions, n'oublions pas. Il y a tout ça et il faut aussi avouer que cette équipe de l'Atlético a joué avec un effectif quelque peu réduit par rapport à ce qu'on a habituellement. Et donc, tout ça, c'est la conséquence de tout ce qu'ils ont donné en Ligue des Champions. Ils ont fait leur choix. À un moment donné, moi je dis, il faut faire vos choix. Il faut observer ce qui se trouve être devant vous comme challenge. Vous choisissez ce qui vous intéresse le plus et vous vous concentrez là-dessus. Le reste, vous pouvez les perdre. Ils ont fait leur choix, c'est donner toute l'énergie en Ligue des Champions. J'espère qu'avant la demi-finale retour, ils auront le retour avant l'étape des demi-finales de la Ligue des Champions, ils auront le retour de certains blessés et qui pourront pouvoir avancer jusqu'en finale de cette Ligue des Champions. Sinon, je ne suis pas pour autant étonné du résultat que je suis en train de voir en Liga. Connaissant Diego Simeone, c'est une personne qui est très sereine, qui fait les choses comme elle doit le faire, mais c'est également un tacticien autant dans le jeu que dans la tête. Donc il sait exactement ce qu'il fait. Alors, puisqu'on parle, on a évoqué tant ici la Coupe du Monde, on va aborder
On va aborder cette fois-ci notre zoom sur les groupes C et D, mais très rapidement parce que nous sommes déjà talonnés par le temps. On commence déjà par le groupe C qui regroupe bien sûr le Brésil, le Maroc, un des représentants africains, l'Haïti et puis l'Écosse. Alors, rapidement, dans ce groupe, le Brésil, archi favori. Oui, ça c'est clair. Oui, le Brésil est archi favori. Pourquoi? Le Brésil détient même des records dans cette Coupe du Monde. Quels sont ces records? Ils n'ont jamais manqué une Coupe du Monde. Coupe du Monde. Depuis la création. C'est la seule équipe. C'est la seule équipe qui n'a jamais manqué une Coupe du Monde. Ah. Oui. Donc, 1. 2, oui. C'est l'équipe qui a gagné plus de Coupe du Monde. 5 Coupes du Monde. 3, la seule équipe à avoir remporté. Non, bon, il fait partie d'un cercle restreint d'équipes ayant gagné la Coupe du Monde, ayant gagné tous les matchs de la Coupe du Monde jusqu'à remporter. Le Brésil a fait ça 2 fois, en 1914 et 2002. Et l'Allemagne aussi l'a fait, et l'Uruguay aussi l'a fait. Maintenant, il fait aussi partie des équipes qui ont gagné la Coupe du Monde sans perdre le moindre match. Dans ça, il y a l'Italie, la France en 1998, il y a le Brésil, il y a l'Allemagne de l'Ouest, il y a aussi l'Uruguay. Donc, il faut compter avec cette équipe. L'équipe de Brésil actuellement est archi favori. C'est vrai que quand on les voit jouer aujourd'hui, ce n'est pas le Brésil qu'on connaissait avec des dribbles, avec une bonne circulation de football. Actuellement, cette équipe n'est pas aussi... Elle est prenable. Elle est prenable, mais attention. Dans leur poule, ils sont archi favoris, peut-être derrière le Maroc. C'est encore peut-être que tu dis. Oui. Alors, Maroc, le représentant africain, le Maroc ne peut pas titiller, par exemple, ce Brésil. On ne parle pas de Brésil sur papier, mais le Brésil qu'on voit jouer, est-ce que cette équipe de Maroc ne peut pas réaliser l'impossible dans ce groupe? Que le Maroc puisse titiller le Brésil. Cette équipe du Maroc que l'on connaît peut titiller le Brésil, c'est totalement possible. Le Maroc est un bon représentant africain, il fait partie même des représentants africains sur lesquels le continent compte le plus. C'est ça. Donc le Maroc peut totalement titiller le Brésil. Vous me direz, est-ce que je suis archi certain que le Maroc se qualifiera pour le second tour? Oui, je le suis. Mais est-ce que je suis archi certain que le Maroc finira premier de ce groupe? Non, je ne le suis pas. Le Brésil reste leader enfin, je veux dire, l'archi-favori de ce groupe-là. Le Maroc a son épingle à tirer du jeu, mais il va falloir le faire face à l'Écosse et face à Haïti et peut-être faire peut-être office d'un exploit face au Brésil. Voilà cette lecture que je pourrais faire de ce groupe C. Alors, vous classez déjà l'Haïti et puis l'Écosse comme les outsiders de ce groupe. Je ne vais pas en demander plus. On passe au groupe D. C'est ce groupe-là qui regroupe l'un des pays organisateurs. Il s'agit bien sûr des États-Unis, du Paraguay, de l'Australie et puis de la Turquie. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est un groupe plus ou moins équilibré? Plus ou moins équilibré, oui, j'ai envie de dire oui. États-Unis, Paraguay, Turquie et puis l'Australie. Australie, oui, plus ou moins équilibré. Ce sont des équipes et des nations qui se valent assez bien. Et donc, je peux dire que c'est un groupe plus ou moins équilibré. Mais je dirais que c'est un groupe dans lequel il va falloir faire attention, super attention aux derniers venus. La Turquie. C'est une équipe européenne avec laquelle il va falloir compter. Voilà. Il faut également faire attention à cette équipe du Paraguay qui est très rugueuse et qui joue assez bien. Et donc, je trouve que les États-Unis, ils ont leur épingle à tirer du jeu, oui, parce qu'ils sont une nation organisatrice et tout le reste. Ils jouent à domicile, ils ont l'appui du public et tout, mais il va falloir vraiment batailler dur. Pour moi, si vous voulez un favori dans cette poule-là, je ne vais pas dire que le favori, c'est le pays organisateur. Je vous dirais que le favori, c'est la Turquie et le Paraguay. Surtout la Turquie qui vient 24 années après l'étape de 2022 avec une nouvelle génération sera portée par Dagouleur et autres. Donc, pour vous, la Turquie moi, je mettrais les États-Unis favoris. Parce que si on regarde sur papier, ils ont été quart de finalistes une fois. Donc, ils sont habitués aussi à ce tournoi et ils sont à domicile. Donc, je les mettrais devant.
peut-être après la Turquie et le Paraguay. Mais le Paraguay, l'Australie, attention. Attendez, le Paraguay peut jouer les trophées, peut créer la sensation, peut faire la surprise. Parce que c'est une équipe, cette l'a dit, difficile à jouer. C'est ça. Ils jouent physiquement, ils sont au point. C'est le championnat et c'est l'Amérique latine. Un peu ils ont un jeu le style de Chili, très bien. Voilà, de l'Uruguay. Ils jouent dur, ils sont techniques, et ils ont aussi de très bons joueurs. L'Australie aussi, il faut faire avec l'Australie. Mais moi, je mets l'Australie et puis Paraguay derrière les États-Unis et la Turquie dans cette poule. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à quelques jours, on va dire quand même, parce que ça démarre le 11. Nous sommes à quelques jours de en tout cas de ce démarrage, de la Coupe du Monde 2026. Nous allons continuer à décrypter chaque groupe comme ça, à chaque numéro de votre émission. Alors, rendez-vous sport, Stop FM, mesdames et messieurs. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir.